ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Tango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpe soki nakei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimvundu leki ya mama na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui est $15 000 mais bah yebisi nga place moko boza pas trop cher. Bon, yo le bakini. C'est le permis de Moi eza muke, nazo ba tsalo misato. Moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu, oncle Chimvundu. Yo le bakini. Muke, eza muke. Na obeto mata. Nazongi kisasa ndako emonana te. Ata terrain ya pamba na mona te. Noko Chimvundu ameli ngai ngo. Alors tango kanda e matinga ipende na kangisa Noko Chimvundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou commis propriétaire. Nkolo Lupango. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bissonioso Fongola na Maboko, Nkolo Lupango.
Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Bayweaver RDC. Ça y est, Bayweaver est en RDC. Congolaises et Congolaises, voici désormais votre partenaire industriel qui vous apporte des projets dans l'énergie solaire renouvelable pour la protection et la préservation de l'environnement via une plateforme d'investissement en ligne à travers votre téléphone portable sur l'étendue de la RDC. Pour vous qui avez besoin de réduire votre dépendance financière, Bayweaver est votre partenaire fiable qui organise des campagnes de financement participatif à travers une plateforme dédiée pour participer activement au projet des parcs éoliens en RDC. Créez votre compte et placez votre épargne dans nos projets. Faites un dépôt sur l'application Bayweaver pour obtenir un gain allant jusqu'à 10% des taux d'intérêt par jour. Le gain de revenu est quotidien. Le retrait aussi simple, rapide et facile. À la date de l'échéance, votre montant investi vous sera restitué selon la durée choisie. La plateforme d'énergie nouvelle leader mondial de Bayweaver s'engage à améliorer les développements économiques et énergétiques en RDC. Pour plus d'informations sur les modalités d'investissement, veuillez nous contacter au plus 243 89 73 800 07. Bayweaver, Think Energy. Madame Bazaïba, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable. Nous vous rencontrons ici à Paris. Merci de nous recevoir. Vous venez de participer à un sommet. On parle d'un nouveau pacte financier mondial, financement sécurisé pour la protection de l'environnement et le développement durable. On est vraiment, après avoir reçu le Premier ministre, on est vraiment dans votre domaine là. Alors, chose qu'on ne comprend pas, pourquoi vouloir mettre en place un nouveau financement? Il y a Banque mondiale, il y a FMI, il y a d'autres institutions que celle de Bretton Woods, mais il y a aussi et surtout une promesse, 100 milliards de dollars chaque année à remettre par les pays pollueurs aux pays qui, comme la République démocratique du Congo, sont les solutions parce que ne polluant pas et préservant l'environnement. Vous êtes venu faire quoi à Paris? Bon, moi personnellement, je suis satisfaite de ces sommets, de ces colloques, parce que au moins on met officiellement sur la table quelque chose qui s'est toujours déjà dit concernant le système financier au niveau mondial. Vous avez cité les institutions de Bretton Woods tout en saluant les efforts fournis des années et des années après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où nous devons évoluer en tenant compte de l'évolution du monde actuel. Vous savez, ces institutions ont été créées dans une approche de l'aide humanitaire, dans une approche de l'aide au développement. Mais nous allons plus maintenant quitter progressivement l'aide au développement vers un partenariat gagnant-gagnant à travers des financements sécurisés. Je m'explique. Vous savez, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, Banque africaine de développement et les autres institutions, l'OCDE de même, on donne des prêts aux pays, on donne l'aide humanitaire, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire ne développe pas un pays. On doit absolument quitter ces processus-là des petites actions à impact visible sans durabilité. Nous sommes dans une approche de durabilité et de respect mutuel. C'est d'ailleurs les objectifs de développement durable, le 17e, qui parle d'un partenariat gagnant-gagnant. À ce stade, vous avez cité la République démocratique du Congo comme étant un pays solution face aux enjeux du climat, justement parce que dans le cadre des enjeux du climat actuel, il y a le réchauffement climatique qui est la conséquence de l'industrialisation à outrance en utilisant des procédés polluants. Comme vous le savez, les grands pays industrialisés, les G20 à eux seuls, sont responsables de 80% des pollutions du monde. L'Afrique dans son ensemble à l'arrondi n'est responsable que de 4%. Parce qu'elle n'a pas développé, attention. Et justement, les 16 autres pourcents, c'est la responsabilité des pays à économie intermédiaire. Donc l'Afrique, comme notre pays, nous sommes à la fois victimes des réchauffements climatiques avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Certainement, on aura le temps d'en parler. Mais aussi, nous sommes la solution. Alors, il faut une compensation. Lorsqu'on nous demande de préserver cet environnement, nous avons besoin
pas d'une aide, aider les Congolais à préserver l'environnement. Non, c'est plutôt le principe des pollueurs-payeurs. Ceux qui ont pollué doivent payer cette pollution. Et ça fait aujourd'hui plus de 10 ans, on est à la 14e année, qu'ils n'ont plus pas des promesses, mais des engagements. Il y a une différence entre promesses et un engagement de payer les conséquences donc des pollutions, et ils ne l'ont pas fait. Comment pouvez-vous parler de respect alors qu'ils se sont déjà engagés chaque année à payer 100 milliards de dollars et que cet argent, on ne le voit toujours pas? Oui, parce que ils ont dit, la dernière fois on était à Davos, les pays industrialisés disent qu'il n'y avait pas un mécanisme institutionnalisé où on devait donner ces fonds. Parce que justement, les institutions de Bretton Woods et les autres ont été créés dans un statut où on mettait les fonds de l'aide au développement, alors que ces fonds-là qui doivent payer ne peuvent pas passer par le véhicule de l'aide au développement et par le véhicule d'une dette, mais plutôt par le véhicule des paiements des compensations. Donc ils avaient pris des engagements, sachant très bien qu'ils ne pourraient pas les réaliser. Exactement, c'est là où nous en sommes rendus compte. Alors maintenant que nous avons élevé les voix et nous en sommes maintenant à trouver cette compensation, comme la RDC est allée dans une proposition concrète pour dire ce sont nos forêts qui rendent service pour nettoyer l'atmosphère, absorber toutes les pollutions. Ces services doivent être compensés dans le sens du marché des crédits carbone. Donc il faut rendre le marché crédit carbone en Afrique compétitif en augmentant les prix de la tonne de carbone. Si nous avons vendu notre tonne de carbone au même titre que le marché fermé du Nord, avec ces fonds, ça nous permet, nous, de financer nos propres projets d'adaptation et d'atténuation. Ça signifie quoi? La vente des crédits carbone nous permet de préserver les forêts en allant dans une agriculture résiliente, pas d'agriculture itinérante sur brûlure, mais une agriculture mécanisée où avec un petit lopin de terre, nous avons la préparation des sols avec des semences améliorées, un encadrement qu'il faut, la transformation locale de nos produits agricoles en vue de leur donner une plus-value, la desserte, l'élargissement de la desserte en électricité pour booster justement l'économie, les petites et moyennes entreprises et l'industrie même extractive, et avoir des financements consistants comme l'INGA ou alors d'autres centrales hydroélectriques avec le fonds de crédit carbone. Parce que si nous attendons leur engagement, c'est comme si on était en train de courir derrière un prêt, on court derrière un don. Non, il s'agit ici d'une compensation en bonne et due forme. Pour le dossier crédit carbone, combien la République démocratique du Congo attendait, combien a-t-elle réellement reçu? Voilà, on ne parle pas en termes d'attente, il faut d'abord commencer par mettre des forêts en programme. C'est un système, un processus fastidieux. Je peux ici donner quelque chose de concret. 3 fois, j'ai déjà au nom du gouvernement vendu les crédits carbone dans le cadre de partenariats publics-privés dans le Maïndombe avec une entreprise ERA, qui est une entreprise privée qui a 270 000 hectares de forêts mises en programme. J'ai trouvé ERA avoir vendu à $3 la tonne de carbone. Ils ont vendu très peu. Après tout un long processus d'investissement, quand je suis arrivé, nous avons négocié avec la Banque mondiale à $5, le double, c'était $2,5, le double, c'était à $5, mais j'ai pu vendre avec d'autres entreprises à $17 la tonne. Le Premier ministre nous disait ici, il y a quelques jours, que $5 ou $7, c'était trop minime, $100 était l'objectif. Oui, même plus de $100, c'est possible parce que nous voulons justement qu'il y ait unicité du prix de la tonne de carbone. Vous savez qu'il y a dans ces marchés de carbone, il y a 2 sortes de marchés. Il y a le marché volontaire où nous, les pays du Sud, nous sommes soumis parce qu'il y a aucune contrainte. C'est-à-dire ceux qui polluent
viennent volontairement acheter les crédits carbone et c'est eux qui fixent d'ailleurs les prix. Ils n'ont aucune contrainte. Au Congo, on est resté longtemps sans cadre légal ni cadre institutionnel qui régule ces marchés de crédits carbone. Et au nord, il y a le marché obligatoire, c'est-à-dire les États du nord ont organisé une structure telle que vous prenez Total, comme on est en France, on prend Total, Elf et tout, ou alors les industries des automobiles qui utilisent les procédés polluants, les carburants et tout. Donc au départ déjà, à la source, il y a une taxe carbone qui est payée. Malheureusement, ce même véhicule qui paye la taxe carbone à la fabrication et les usagers qui payent des taxes carbone, ce même véhicule arrive au Congo. Ce véhicule est exempté de toute taxe en ce qui concerne la taxe carbone, justement parce qu'il n'y avait ni cadre légal, ni cadre institutionnel. Mais ça, c'est du fait de la République démocratique du Congo. Du fait de la République démocratique du Congo, et maintenant nous venons de le faire. C'est aussi du fait de ces pays pollueurs, parce qu'ils ont leur surcristal dans nos pays, ils devaient se conformer à ça. Leurs entreprises payent chez eux, mais chez nous, ils ne veulent pas payer. C'est là où nous voulons parler. Nous sommes dans les discussions de rendre ces marchés compétitifs. Alors, je reviens rapidement pour le marché volontaire. Mais il y a quand même des entreprises pour se faire la conscience tranquille. Après avoir dépassé les seuils de pollution, ils sont conscients que c'est la République démocratique du Congo, enfin au sein du bassin du Congo, nous avons la capacité donc d'absorption, de séquestration de ces pollutions. Ils doivent les compenser parce que s'ils ne compensent pas, de notre côté, nous aurons aussi des difficultés à préserver ces potentiels environnementaux là. Sinon, si on y prend garde d'ici 2050 ou beaucoup plus, il y a des pays entiers du monde qui ne vont plus exister, qui vont disparaître parce que avec le réchauffement, il y a les niveaux de la mer qui montent, le ruissellement de l'Arctique et l'Antarctique, tout se déverse dans les mers, et puis il y a l'élargissement des déserts. Nous en sommes victimes avec des dégâts, des pertes et dommages. Les Mbororo qui nous sont venus il y a maintenant toute une décennie, parce qu'ils sont à la recherche des pâturages, et il y a tous ces bouleversements au niveau de la famine qui augmente parce que les dérèglements climatiques fait que les pluies ne viennent plus lorsqu'on les attend, et puis du coup ça a un impact négatif sur l'agriculture. Bref, les pays du Nord doivent payer et nous devons changer les systèmes. Les systèmes. On ne veut plus de l'aide humanitaire, on ne veut plus de l'aide au développement. Il faut créer maintenant des mécanismes, des structures telles que ces pays-là, pollueurs, doivent mettre les fonds pour que nous puissions, d'égal à égal, nous avons le potentiel. Eux, ils ont donc les fonds et la technologie. On fait plus le transfert des technologies et aussi nos minéraux stratégiques qui soutiennent donc la transition énergétique pour diminuer à l'aide des procédés polluants à non polluants dans l'industrie. Nos minéraux ne peuvent plus être exportés en brut, ça doit être transformé localement pour nous permettre, nous aussi, à un coût abordable, accéder à la transition énergétique. Donc c'est de ça qu'il s'agit, et ce qui est important, c'est d'avoir discuté de ça. Et j'ai apprécié les propos du président Lula, comme vous le savez, du Brésil. Le Brésil, comme vous le savez, depuis novembre dernier, l'Indonésie, la RDC et le Brésil, en tant que pays leader des différents bassins, vous avez le bassin de l'Amazonie avec le Brésil et le bassin du Congo, la RDC qui a les leads avec plus de 62% des couverts forestiers, 52% des ressources en eau douce, et vous avez le bassin de Bornéo-Mekong avec l'Indonésie. Nous avons signé un accord de partenariat, on le fait tout ensemble, on mutualise nos efforts pour parler le même langage, et nous sommes très évolués, et à ce sujet nous apprécions la démarche donc des pays BRICS qui créent un nouvel ordre dans les systèmes financiers concernant le financement responsable, digne et sécurisé en fait. Des financements qui font peur selon vous aux organisateurs du sommet de Paris?
Bon, je ne sais pas s'ils ont peur, c'est-à-dire... S'il n'y avait pas eu cette menace BRICS, est-ce qu'il y aurait eu aujourd'hui cette volonté de nouveau pacte financier mondial? Vous savez, l'évolution du monde aujourd'hui, personne ne peut plus être dans les statu quo. Les Nations Unies elles-mêmes, depuis plusieurs années, depuis la création de cette structure, on est en train d'aller de réforme en réforme. Donc, il y a la pression mondiale. Nous n'avons plus le même cadre au niveau mondial, que ce soit au niveau des institutions internationales, politiques, etc. Donc, nous allons... c'est une pression où personne ne peut quitter, ne peut s'en départir. Vous voyez, par exemple, le cas des pandémies. Aujourd'hui, il y a eu Covid-19 qui a demandé, qui a obligé tout le monde à être sur un pas. On a mis des masques dans le monde entier et du coup, après ça, on ne peut plus demeurer le même. Si nous sommes parvenus à sortir, par exemple, de certains problèmes du monde, des pandémies de santé, etc., mais en ce qui concerne les climats aujourd'hui, nous devons tous réfléchir dans le sens de changer notre vécu quotidien, de nous adapter à la nouvelle donne donc du climat et ça pousse à des réformes de manière structurée, tant au niveau national qu'au niveau régional et au niveau international. Nous sommes tous solidaires, on l'a bien compris dans ce sujet, mais ma question était, est-ce que la menace d'autres financements que celui de Bretton Woods, des institutions de Bretton Woods, peut expliquer en elle seule l'organisation de pareils sommets? Bon, non, je ne pense pas, mais c'est aussi, je peux répondre, c'est aussi, ça ne peut pas être ça. Parce que au niveau, la France, par exemple, la France a remarqué qu'elle perd de plus en plus son influence en Afrique par rapport à une certaine politique, je peux appeler ça archaïque. Et elle a eu le devoir de revoir sa politique. Alors, et cherche par quelle voie revenir encore sur la surface en termes de respectabilité. Alors, l'Afrique elle-même aussi a compris que si elle manque peut-être la technologie et les fonds, mais l'Afrique a le potentiel qui peut dicter la conduite du monde de demain. Parce que la RDC, par exemple, aujourd'hui, avec le potentiel que nous avons, nous sommes le pays solution dans le monde. Nous avons les couverts forestiers, nous avons les ressources en eau, nous avons les minéraux stratégiques. Tout dépend de nous. De ce que nous avons, c'est ce qui fera de nous les lettres de demain. Donc, nous sommes en mesure de dicter. Alors, ça, c'est aussi une pression. C'est normal qu'ils puissent avoir peur parce que c'est comme si on perdait un pouvoir. Tout le monde ne va plus s'orienter vers le dollar comme étant l'unité monétaire et chacun veut valoriser sa monnaie. Et vous avez vu aujourd'hui, la République démocratique du Congo a pris la résolution de revoir ses accords avec la Chine, tout ce qui a révisité donc tous ces contrats et nous sommes allés discuter, négocier en position de force parce que le potentiel, nous l'avons. La connaissance de notre potentiel, nous l'avons. Ce n'est plus comme hier. Et nous donnons certaines exigences. On ne subit plus l'action. La connaissance du potentiel, nous l'avons peut-être. Est-ce que le problème du Congo, excusez-moi d'en parler, vous êtes aussi ministre du Développement durable, est-ce que le problème du Congo, c'est aussi de ne pas avoir clairement défini ce qu'il peut faire ou ce qu'il doit faire de ce potentiel? Oui, le problème du Congo, c'était avant de ne pas comprendre ce que la RDC a et savoir que ce dont nous possédons font de nous ce que nous pouvons être. Quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas influencer. Maintenant que de plus en plus, nous avons la maîtrise et la connaissance de ce que nous valons, nous savons peser sur la balance. Par exemple, concernant notre potentiel environnemental, nous voulons diversifier notre économie. On ne parle plus seulement en termes de minéraux. Nous parlons aussi en termes du potentiel environnemental. Et aujourd'hui, la nouvelle politique est de prendre le potentiel environnemental et lié à l'économie pour un développement durable. Nous avons besoin de l'oxygène, nous allons protéger l'environnement, et bien nous avons aussi besoin du pain, que cet oxygène-là et le pain, nous les mettons ensemble. Aujourd'hui, c'est des notoriétés publiques que nos forêts peuvent nous rapporter gros. Et c'est des notoriétés publiques aujourd'hui qu'avec nos forêts, nous ne sommes peut-être pas les leaders, on n'a peut-être pas le leadership mondial, mais nous sommes au centre
des discussions du monde. Aucun salon du monde aujourd'hui, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ne peut discuter des questions du climat sans la République démocratique du Congo, sans que nous soyons invités, parce que, tenez-vous bien, le bassin du Congo est pris comme le plus important poumon du monde actuellement, malheureusement avec des problèmes de dégradation des forêts dans le bassin de l'Amazonie. Eh bien, quand on parle du bassin du Congo, on voit la République démocratique du Congo avec tous ces potentiels que nous regorgeons, que ce soit même dans le domaine de la biodiversité. Nous avons participé à la COP 15 de la biodiversité. La position de la RDC à Montréal, Kooning Montréal, la position de la RDC a été prise en considération compte tenu de notre poids environnemental. À telle enseigne que du 24 au 29 septembre, nous allons abriter, n'est-ce pas, le sommet des consultants mondiaux pour réfléchir sur le financement de la biodiversité. Chose qui, il y a quelques mois, n'était pas là. À telle enseigne que nous avons été autorisés à abriter les travaux préparatoires de la COP 27 et nous avons même tenu une première fois mondiale la réunion des scientifiques du monde entier qui parlent de questions du climat. Donc la RDC de plus en plus connaît sa position, connaît son potentiel et valorise. Et maintenant, nous sommes dans le processus d'avoir les incidences en termes de bénéfices de cette compensation. Et nous sommes dans la bonne voie. Est-ce que le Congo, aujourd'hui vous dites, il est consulté. À quand est-ce que le Congo... Là, je parle de la planification que le Congo ferait éventuellement de tout ce potentiel qu'il n'exploite pas pour lui, mais qui a jusque-là été exploité pour les autres. Est-ce que le Congo peut nous dire qu'à l'horizon 2030, 2040, il ne sera pas que consulté, parce que abritant ce potentiel, mais il sera aussi au leading? Il sera aussi à l'initiative, aux initiatives. Est-ce qu'il existe un plan qui va dans le sens, le Congo doit pouvoir aussi, comme c'est le cas pour l'organisation des pays exportateurs de pétrole, va pouvoir aussi dicter sa loi dans ce domaine? Nous sommes en train d'y aller. Ce que je vous dis là, je suis tout simplement en train de mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement dans son pilier 10 où le Congo doit revenir sur son leadership naturel. C'est pas pour rien, je vous ai parlé de l'organisation des travaux de la COP 27. On a été dans les projecteurs du monde et c'est resté avec toute la déclaration de Yangambi sur les questions du climat. C'est pas pour rien que je vous ai parlé de notre position sur les questions de la biodiversité. Nous sommes pas seulement consultés, nous sommes entendus et notre point de vue aussi est considéré. Et c'est là où nous sommes en train d'y aller. C'est la RDC qui, en premier, a posé les problèmes de l'augmentation du prix de la tonne de carbone. Et aujourd'hui, c'est entendu dans le monde entier et nous sommes en train d'aller vers cette position-là. La RDC a parlé de la révisitation de son contrat avec les Chinois et la Chine a accepté parce que la Chine a besoin de nous et nous aussi, nous avons besoin de cette technologie pour la transformation. Ce qui est fait avec les Chinois sera fait avec d'autres pays. Exactement, nous sommes en train d'y aller. Par exemple, lorsque nous avons levé l'option de la transformation locale de nos minéraux stratégiques, vous avez entendu, on a signé des accords de partenariat avec les États-Unis, avec la Zambie, pour la fabrication de batteries électriques en République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de signer d'autres accords pour la création des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Glencore, même les grands exportateurs de nos minéraux du cobalt, sait que la RDC, désormais, a levé l'option de la transformation locale de ces minéraux. J'ai eu plusieurs fois des réunions avec des responsables de Glencore. Je l'ai dit, pas seulement parce que je suis responsable de l'environnement et du développement durable, mais aussi de la commission interministérielle secteur productif et de reconstruction du gouvernement où est logé le ministère des Mines, le ministère de l'Industrie et les transports et travaux publics et les autres ministères concernés, ministères sectoriels concernés par les dividendes de tout ce que nous faisons concernant l'environnement. En tout cas, nous sommes de plus en plus entendus. C'est à nous de garder les caps
et d'aller au-delà. Nouveau pacte financier mondial à mettre en place. C'est vrai que ce sera sur 2 ans. On n'en connaît pas encore tous les méandres aujourd'hui. Mais le but, c'est donc le financement sécurisé, des financements sécurisés, notamment à la construction d'infrastructures vertes en Afrique. Il y a aussi eu une autre association qui a vu le jour, encore une initiative internationale d'institutions de Bretton Woods. Et ça, on pourrait peut-être vous le reprocher. Pourquoi pas d'initiative personnelle? C'est encore Banque mondiale et FMI dont on reproche le manque d'efficacité qui prennent ce genre d'environnement. Mais at the end of the day, comme disent les anglophones, c'est tout ce potentiel, tout ce pays solution doit trouver des solutions pour ces populations. Alors, on a parlé d'OMD, qui n'ont jamais été atteints, Office du millénaire de développement. On parle aujourd'hui ODD, Agenda 2030. Pour le Congolais qui nous écoute et qui comprend pas forcément tout, qu'est-ce que tout ça peut lui procurer, Madame la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable? Oui, merci beaucoup. Vous savez qu'en tant qu'État, on fonctionne par rapport à des projections, à des prévisions. C'est vrai que les objectifs du millénaire pour le développement, il y avait 5. La RDC n'a pas pu les atteindre. Il y a beaucoup de pesanteurs dans notre pays. Nous reconnaissons des problèmes de gouvernance, n'est-ce pas, de transparence dans la gestion. Et nous reconnaissons aussi que nous sommes plus perturbés par les questions des conflits armés actuellement. Et depuis 2000 jusqu'à 2015. Alors, de 2015 à 2030, ces objectifs de développement durable, c'est ce que je suis en train de vous dire, que désormais, nous sommes dans l'approche de diversification de l'économie pour qu'il y ait des dividendes dans notre population. Lier l'environnement, parce que c'est mon secteur, à l'économie pour un développement durable. Transformation locale de nos ressources. Par exemple, les appels d'offres, vous avez entendu que la République démocratique du Congo a lancé les appels d'offres et puis il y en a qui sont en train de sourciller, il y en a qui gagnent déjà des marchés pour l'exploitation de notre pétrole. Donc, il est hors de question qu'on vienne nous imposer de l'extérieur de dire pour raison de protection d'environnement, la République démocratique du Congo ne peut pas exploiter son pétrole. Tout le monde sait que dès que le baril du pétrole monte, ça a de l'incidence dans des coûts de la vie, des coûts des services et des biens. La RDC ne peut pas continuer à contempler son pétrole sous les pieds, parce que nous avons les tourbières que nous devons protéger pour l'humanité. Pendant ce temps, l'OPEP nous vend le pétrole parfois de deuxième qualité et au prix que l'OPEP décide. Il n'y a aucun quota pour dire, écoutez, la RDC c'est un pays solution, les pays de l'OPEP doivent donner autant de quotas annuels, bimensuels ou quinquennales à la République démocratique du Congo. Donc nous devons le faire, d'autant plus qu'il n'y a aussi aucune loi, aucune convention du monde qui interdit à un pays d'émettre les COD pour les besoins de développement. Les autres pays du monde en Afrique, comme les Gabon, exploitent le pétrole en onshore. Ça n'empêche pas les Gabons de protéger l'environnement. Les autres pays du monde exploitent le pétrole comme au bloc albertain, l'Ouganda. Ça n'empêche pas l'Ouganda de se départir. L'Ouganda ne s'est jamais départi de son approche de protection de l'environnement, comme l'Angola d'ailleurs, au plateau continental. C'est ce que la République démocratique du Congo va le faire. Sauf si un pays vient nous dire, écoutez, on fait la compensation, n'exploitez pas vos pétroles, protégez ces tourbières, nous en échange on vous donnera autant. Nous allons le faire. Donc ça nous permet justement, comme les autres pays du monde, d'appuyer notre développement. Je pourrais même citer l'Allemagne aujourd'hui, qui fait partie des pays qui polluent dans les 80% des pays de G20, mais compte tenu de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Allemagne se trouve aujourd'hui dans une situation de ne plus être en mesure d'importer le gaz de la Russie. L'Allemagne a rétropédalé par le cas de force majeure de reprendre l'utilisation de l'énergie fossile, l'énergie qui pollue le plus, pour besoin de la sécurisation de sa population. De la même manière, la République démocratique du Congo va exploiter son pétrole et là nous n'avons pas fait de ventes aux enchères, on a fait des appels d'offres normalement comme les autres pays, l'amphithéose, 25 ans de production, et bien le monsieur qui vient ou la dame qui vient plie bagage et s'en va, laisse la République démocratique du Congo. On l'a bien compris, on l'entend tous les jours, mais le Congolais lambda, les répercussions de tout ça, quelles sont
telle pour lui? Quand est-ce qu'il verra tout cela dans son assiette, dans son quotidien? Les Congolais les gagnent déjà. Je vous ai donné le cas de Maïndombe avec ERA. Nous avons vendu 3 fois les crédits carbone. Les autres, il y a des millions qui sont déjà en route, où il y a le processus des arrêtés interministériels avec le ministre des Finances que nous allons signer sur la quotité, les répartitions avec la population locale. Nous avons 16 écoles construites, 10 complètement finies, 6 écoles en voie d'être finies. Le Maïndombe a aujourd'hui un hôpital qui n'a rien envié à d'autres hôpitaux. C'est des niveaux tertiaires même des hôpitaux. Il y a l'accompagnement de l'agriculture. Évidemment, ce n'est pas dans toute la province de Maïndombe. Nous sommes dans les secteurs où les forêts sont mises en programme. Et je viens aujourd'hui de mettre en place un programme, 6 autres projets. Dans le sud Ubangi, c'est à Kungu et à Boudjala. Dans le nord Ubangi, c'est à Businga. Dans l'équateur, c'est à Bikoro et à Basankusu. Dans la Grande Orientale, dans la Chopo, c'est à Basoko. Et je suis aussi au Bazouélé. Dans la Chopo, toujours Banalia, c'est un processus. Et au Bazouélé, je vais le mettre à Keti et Bondo. Donc, les provinces forestières aujourd'hui vont être à mesure de mettre leurs forêts en programme, toucher les crédits carbone, aller dans le développement au même titre que le Maïndombe qui a été un projet pilote. Ça, c'est des dividendes très importants. Et nous sommes dans des discussions avec la Chine où j'ai été dans la délégation du chef de l'État où la Chine doit, un pays le plus pollueur du monde, va ouvrir son marché fermé pour acheter les crédits carbone au Congo. On ne fait pas de dons, acheter les crédits carbone pour que nous allons, par exemple, parler de l'investissement de Inga. Vous avez entendu aujourd'hui à Paris, Inga a été au centre des discussions. On en a beaucoup parlé, en effet. On en a beaucoup parlé, ce qui n'était pas le cas hier. Aujourd'hui, on parle d'investissement avec des financements sécurisés, pas en termes de dons, mais vous payez vous donnez l'investissement et avec un investissement retour. Et quand nous parlons de Inga, c'est pour faire d'une pierre plusieurs coups. Avoir l'énergie propre qui va booster l'industrie de sorte que l'énergie photovoltaïque, nous l'utilisons pour l'électricité publique, l'énergie solaire et puis l'énergie hydroélectrique pour l'industrie. Et quand nous allons utiliser ça, la population va diminuer la pression sur la forêt en utilisant les bois comme énergie. En même temps, nous allons protéger aussi l'environnement. Élargir la desserte en électricité signifie le bien-être social de l'habitat, signifie aussi le petit et moyenne entreprise qui va être actionné. Donc, nous sommes dans cette démarche-là. La population est déjà en train de toucher les dividendes. Nous avons passé beaucoup de temps. On était dans les réflexions, dans les recherches. Et je pense que les réformes actuelles où la RDC va être de plus en plus responsabilisée, on ne sera plus en train d'avoir un don où ceux qui vous ont donné les dons gèrent eux-mêmes et vous demandent de justifier, mais cette fois-ci, nous-mêmes, nous prenons nos propres responsabilités. On n'est pas dans les systèmes de dettes à rembourser, mais nous avons plutôt ce que nous disons, notre investissement sécurisé et financement sécurisé avec aussi un retour sur investissement. Mais plus, nous allons nous pencher dans la transformation locale de nos ressources naturelles, dans la formation, renforcement des capacités, dans le cadre de l'approche des transferts des technologies, pour que nous ayons nos propres filles et fils qui sont des experts par rapport à la matière de nos ressources. Ça s'élargit de plus en plus. On a beaucoup plus d'environnementalistes, ceux qui ont fait des pétrochimies, ceux qui ont fait la géologie, la métallurgie. Ce n'était pas le cas. On était plus orienté vers un peu la médecine, les droits et tout, même si ça demeure important. Mais nous nous focalisons maintenant sur les spécialités des ressources que nous avons. Dans l'assainissement, on peut en parler? Oui, bien sûr. On peut parler de l'assainissement? Oui, on parle de l'assainissement. On peut parler dans cette émission de votre projet quand vous arrivez au gouvernement. Vous sembliez très volontaire au niveau national d'une RDC plus propre. Aujourd'hui, quand on voit Kinshasa, quand on voit même Lubumbashi, qui était il y a quelques années encore propre, de moins en moins, on a l'impression que ce pays est assaini. Alors, qu'est-ce qui se passe, Madame la Ministre? Oui, vous avez raison. L'assainissement au niveau du ministère de l'Environnement demeure un grand défi, un très, très grand défi.
dès la prise en charge au niveau de l'environnement, la prise des fonctions, j'avais présenté un dossier au gouvernement, tout en sachant qu'au niveau du gouvernement central, c'est la politique et la stratégie, l'opérationnalité en termes d'assainissement, ce sont des provinces et des municipalités. Bon, malheureusement, à ce stade, ça tarde encore parce que là, ça tarde dans l'exécution. Mais on a vu récemment, ou on a vu il y a quelque temps, que le gouvernement a pris des engagements avec notamment Kinshasa. Oui, oui. On parle de 2 millions de dollars 2 par millions de mois. dollars, oui, oui. Cet argent, c'est de votre programme? C'est vous qui avez initié tout ça? Oui, ben, j'ai initié, je n'ai pas parlé en termes de budget, mais le gouvernement avait pris un montant forfaitaire, a signé l'accord. Qui est payé tous les mois. Oui, qui est payé à la ville de Kinshasa. À la ville de Kinshasa. Et nous sommes maintenant en train d'attendre l'évaluation de l'exécution parce que moi, j'avais demandé qu'il y ait l'accompagnement de toutes les villes, les grandes villes en fait. J'avais cité Kinshasa, Matadi, Kisangani et Lubumbashi comme des projets pilotes. Mais je n'ai pas pour autant croisé les bras. Nous avons accompagné au niveau du gouvernement. Il y a 2 usines aujourd'hui qui travaillent dans la transformation des bouteilles en plastique, qui font la transformation, les recyclages. Nous avons Clean Plast et OK Plast, où nous avons déjà préparé des arrêtés interministériels d'accompagnement pour que nous puissions leur donner des facilitations à absorber environ plus de 10 000 tonnes de déchets qui sont déversés dans la rue chaque jour à Kinshasa, par exemple. Alors, au niveau de la ville, je vois les tentatives qui se font à gauche, à droite, mais nous attendons l'évaluation formelle qui a été décidée au niveau du gouvernement pour voir changer la mesure actuellement. Qu'est-ce que vous allez évaluer? Ce que vous avez mis en place ou vous allez évaluer la manière à laquelle la ville va réagir à ce qui aurait dû être? La manière à laquelle la ville est en train d'utiliser ses fonds sur l'assainissement. Madame Eve Bazaïba, ministre de l'enseignement, ministre de l'environnement, développement durable, ministre d'État, hier vice-première ministre. Aujourd'hui, vous avez dû céder le siège au président de votre parti, Jean-Pierre Bemba. Parlons politique. Comment est-ce que vous expliquez le fait que Jean-Pierre Bemba soutienne Félix Tshisekedi? Ben, c'est le patriotisme, tout simplement. Je pense que vous n'êtes pas de la dernière pluie en République démocratique du Congo. Vous avez beaucoup parlé de M. Jean-Pierre Bemba, vous le connaissez, vous avez vu son approche de gouvernance, comment est-ce qu'il est parvenu à quitter les affaires jusqu'à intégrer les domaines politiques. Moi, j'ai parié sur le patriotisme parce que il est inconcevable de quelqu'un de Saint-Trump de laisser voir les choses se faire sans mettre la main dans la pâte. Oui, hier, il a été empêché pendant 10 ans à ne pas contribuer au développement, à la paix dans son pays, mais il ne peut pas croiser les bras quand il voit que de l'autre côté, ça brûle. Et il a dû soutenir... Oui, mais hier, il ne croisait pas les bras. Il était à la Mouka. Vous étiez à la Mouka. Aujourd'hui, pourquoi avoir quitté la Mouka pour soutenir Tshisekedi, qui était de la Mouka, mais qui a quitté? Longue histoire. Oui. Alors, en quelques mots, je peux dire, nous étions justement choqués. Moi, ça m'engage que moi, ce que je vais dire actuellement. Après les élections, nous étions choqués de ce qui est arrivé, choqués comme la Mouka, parce que on s'est battu. Et on a été convaincus d'avoir obtenu la victoire. Bon, ça s'est décidé autrement. Nous avons vu le président... décidé autrement, oui, les résultats étaient autres. Oui, bon, les résultats étaient autres. Ça dépend du français que vous voulez utiliser. Moi, je ne suis pas... le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'ai dit ça s'est décidé autrement. Je m'assume. Alors, le président Tshisekedi a été déclaré gagnant. Il y a un gouvernement qui a été mis en place. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vécu comme cacophonie au niveau entre le PPRD et l'UDPS, disons dans la coalition FCC et CACH. Quelle cacophonie! Et ça nous a choqués. On a vu comme si le pouvoir était en train d'être bradé. Et nous avons pris les choses en main. Quand je dis nous, le président Jean-Pierre Bemba, le président national du MLC, a répondu à l'appel de l'Union sacrée. Vous l'avez vu, il était seul.
il a pris son avion de Guémena où il était en train de s'occuper des matières de succession de la famille. Il est venu rencontrer le président Tshisekedi au même titre que les autres, le président de l'ensemble et le président actuel du Sénat. Ils sont allés, ils se sont entendus et nous devions absolument lever l'option politique. Et l'option politique a été levée. Le MLC... Le MLC a levé l'option ou le président du MLC a levé l'option sans convoquer le congrès du parti? Le MLC a levé l'option. Le MLC. Le MLC a levé l'option parce que quand on convoque pas les congrès du parti, il y a le collège des fondateurs qui peut se réunir à lieu et place des congrès des partis. Il y a le bureau politique qui existe. Le MLC a levé l'option et comme le MLC est représenté par son président national, le président national a porté donc la parole du MLC et cette option a été levée, concrétisée au Parlement avec une motion présentée par le MLC au Parlement pour changer la donne politique au Parlement, à l'Assemblée nationale d'abord, c'était une motion du MLC et au Sénat, c'était la motion du MLC, l'histoire laissée et nous avons changé la majorité. La majorité a changé et il y a eu donc ces négociations-là au beau milieu du mandat et nous avons intégré maintenant les pouvoirs au niveau de l'exécutif national pour sauver. Et depuis lors, vous avez vu un calme, nous travaillons avec une autre approche. La grosse question était à ce moment-là, pourquoi avoir plutôt adhéré à l'Union sacrée que faire en sorte que l'Amouka ne soit cette force qui porte la politique de la nation? Non, parce qu'il n'y a pas eu consensus au sein du Lamouka. Il n'y a pas eu consensus dans cette approche au sein du Lamouka. Il y a certains leaders de Lamouka qui n'avaient pas voulu suivre cette approche et nous avons pris les risques de sauver la nation à ce niveau-là. Nous savons que les jours passent vite. Voilà, on est 5 ans après, nous allons maintenant aux élections. Alors, comme il n'y avait pas consensus au sein du Lamouka, on ne peut pas être bloqué, c'est restreindre, et nous avons cherché une autre voie, et on a fait consensus au-delà de Lamouka. Il y a eu avec l'UDPS, avec la FDC, avec les autres individualités, une partie de FCC, et nous avons créé donc cette union sacrée et voilà là où nous en sommes. Une union sacrée qui, à la fin de l'année, aura comme candidat Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat. Vous savez, on ne gère pas la République seulement au sommet de l'État. La contribution actuelle de M. Jean-Pierre Bemba à la vice-primature, à la défense, vous avez vu que ça a redonné l'espoir au peuple congolais. Vous n'avez qu'à questionner la population, faites un micro-baladeur. Et de l'autre côté, moi, j'ai fait une analyse. Quiconque est contre la présence de M. Jean-Pierre Bemba au ministère, comme vice-premier ministre à la Défense, vous savez tout de suite les placer dans la position d'être contre la République. Parce que le peuple congolais le veut. Je paraphrase ici le président Nelson Mandela qui disait « Toutefois que vous posez des actes, à chaque fois que vous prenez des lois où l'étranger est contre ce que vous êtes pour votre pays, si la population est pour, allez-y, parce que nous sommes là, on n'est pas politique pour soi-même, on est politique pour le bien-être social de la population. » Et moi, j'encourage tous ceux qui encouragent M. Bemba dans cette démarche. On ne gère pas la République seulement au sommet de l'État. Donc Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat? Je ne parle pas à sa place, je ne parle pas à la place du Congrès du MLC, mais je vous dis, on ne gère pas la République au sommet de l'État. Je suis en train de donner ma contribution, je ne suis pas président de la République. Et je suis fier de la contribution que je donne actuellement. Vous-même, farouche opposante à Félix Tshisekedi, comment se passe cette collaboration? Vous êtes depuis 2 ans au gouvernement, ça se passe bien? Vous entendez bien aujourd'hui? On a des problèmes d'unité que la République démocratique du Congo. On n'est pas au gouvernement pour faire réjaillir nos sentiments, nos égos. Là, ce qui intéresse, c'est la République démocratique du Congo. J'ai pris ma position en bonne et due forme avant les élections, juste après les élections. Et le MLC, je vous ai dit, s'est réuni pour évaluer l'action que nous avions faite, pour évaluer ce qui était en train de se passer. Et le MLC a pris une autre position. J'ai été envoyé au gouvernement par la direction politique du parti, par le président national Jean-Pierre Bemba,
j'ai été mandaté. En tout cas, je suis dans la ligne du parti. Je suis fier de rester longtemps. Je suis toujours dans la ligne du parti. N'en déplaise peut-être à d'autres qui disent « elle a trahi, elle a fait ceci », mais j'ai trahi qui? J'avais un contrat avec le peuple congolais via la vision du MLC. Mais je suis toujours dans la vision du MLC, donc ma conscience est tranquille, je n'ai pas trahi. Ève Bazaïba, je vous ai rencontré pour la première fois, c'était en 2002. Il y a 21 ans, et j'aime à dire, vous le savez, je vous le rappelle à chaque fois, j'aime à dire qu'en 2002, à Pretoria, lors de la signature de l'accord global et inclusif, vous étiez à l'UDPS et vous étiez la femme forte. On parlait déjà de femme forte à l'époque, qui avait fait que cet accord, côté politique, parce qu'il y avait les belligérants, mais il y avait aussi l'opposition politique, avait pu être signé à l'UDPS. Tout le monde n'était pas d'accord avec vous. De la Ève Bazaïba de l'UDPS, femme forte, de la Ève Bazaïba d'avant élection au MLC, de la Ève Bazaïba aujourd'hui vice-premier ministre puis ministre d'État, quelle est celle que vous préférez le plus? Qui a déçu? Est-ce qu'il y en a une qui a déçu l'autre? Est-ce qu'elle continue de pouvoir tous les matins se réveiller en se regardant dans le miroir et se disant j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas fait ce que j'ai pu, j'aurais pu mieux faire, ou je suis totalement satisfaite de ce que j'ai fait? Oui, merci beaucoup. Je pense que cette question, peut-être, on aurait pu la poser à l'opinion. Ça dépend, l'opinion politique ou société civile. L'opinion ne vit pas avec vous. C'est de vous que je voudrais cette réponse aujourd'hui. Oui, mais en ce qui me concerne personnellement, je pense que je donne ma contribution comme je l'aurais pu le donner, même s'il y a parfois des pesanteurs et tout ça. Et la seule fois où je me suis senti être retardé dans mon action, c'est pendant l'absence de M. Bemba. Pendant qu'il était en prison, les 10 années, j'étais en train de réfléchir pour dire, suis-je vraiment dans la bonne position? Mais en tant que juriste, avocat, quand je voyais les contenus de son dossier, j'avais la ferme conviction de savoir que il pourrait s'en sortir de là, et je suis dans la bonne voie. La seule fois où je me suis remise en question, c'était ça, et puis finalement, je crois que je suis dans la bonne position. Vous avez rappelé 2002. 2002, j'avais pris un risque important. C'était toujours par rapport au patriotisme, parce que c'est l'UDPS avec l'ASD qui avait fait que nous rentrions encore à la table des négociations. ASD, je rappelle, Alliance pour la survie du dialogue. La sauvegarde du dialogue. Oui, nous devions rentrer à la table des négociations. Et c'était inconcevable pour moi que toutes ces personnalités nous ont suivis à la table des négociations. C'était déjà une victoire pour nous. Et qu'il y ait des problèmes entre belligérants où nous ne sommes pas concernés, que nous puissions bloquer la démarche. J'avais pris donc la responsabilité de dire l'accord devra être signé. Et paix à son âme, le président Tshisekedi, lorsque nous avons discuté, et même le président Mbeki était là, ils m'ont donné raison et nous avons signé l'accord. Merci d'avoir rappelé cela. C'était un moment le plus important. Donc ça a scellé la réunification du pays aujourd'hui, et ça nous a permis d'être là où nous en sommes. Sinon, le pays était déjà au bord de la partition des faits. Alors, l'autre étape, c'était l'étape donc de la transition, où nous n'avons pas participé. Donc, nous sommes revenus de là, on a signé l'accord global et inclusif. Vous étiez UDPS, oui. Oui, j'étais UDPS pour participer aux institutions. Le président Tshisekedi avait donné le mot d'ordre que nous n'allions pas participer parce que le partage équitable et équilibré du pouvoir. La première vice-présidence, c'était parti à Arthur Zaïdi Ngoma et non pas à lui. La première vice-présidence, la vice-présidence de l'opposition était présentée à Zaïdi Ngoma au lieu que normalement c'était le président Tshisekedi qui devait le prendre. Vous savez aussi bien, comme aussi journaliste d'investigation, qu'il m'a été demandé de prendre la vice-présidence à l'insu du président Tshisekedi. J'ai dit que je ne pouvais pas trahir la vision du parti. Si vous voulez que l'UDPS représente
l'opposition politique, ça sera le président Tshisekedi, ça ne sera pas Madame Bazaïba. Alors, donc voilà, mais je suis fier d'avoir pris ces positions-là. Donc je garde ma ligne d'intégrité. Pour faire court, vous n'avez pas voulu trahir le peuple en 2002 à Pretoria, vous n'avez pas voulu trahir Étienne Tshisekedi en 2003 en prenant la vice-présidence pour le compte de l'opposition. Pendant ces 10 ans d'éloignement, vous n'avez pas voulu trahir Jean-Pierre Bemba. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de trahir ceux qui pensaient de vous hier, que vous ne pourriez pas aller de compromis, certains disent compromission, et être aujourd'hui mis au gouvernement, certains diront à la mangeoire, plutôt que d'être aux côtés du peuple? Je ne suis pas à mangeoire, je suis des côtés du peuple parce que je suis en train de servir le peuple aujourd'hui. Lorsque je vous parle de l'évolution que nous parlons, nous travaillons ici dans le cadre de l'environnement, le contenu que nous avons donné en matière environnementale aujourd'hui n'était pas connu hier. Donc je suis quand même fier de l'apport que j'ai donné. Je suis toujours aux côtés du peuple. Je n'ai pas trahi le peuple. J'utilise les véhicules Mouvement de libération du Congo et je suis toujours là. Au deuxième levier du mouvement de libération du Congo, le peuple devait continuer à garder confiance en moi. Je ne suis pas dans le mangeoire, je suis au service de la nation. Vous êtes aujourd'hui ministre d'État et non plus secrétaire général du MLC. Comment ça se passe dans le parti? Le président est au gouvernement, le secrétaire général est au gouvernement, le secrétaire général adjoint est dans les entreprises. Comment se comporte le MLC? Mais au fait, mais on est en politique, pourquoi? C'est pour on est dans un parti politique, c'est la pépinière par excellence pour la conquête du pouvoir. Nous avons conquéri le pouvoir. Le président national est au gouvernement. Moi, je suis au gouvernement. Le MLC est structuré. Mon adjoint direct, c'est Monsieur Babala. Il est dans l'entreprise publique. Il est dans l'entreprise publique, formellement par rapport à l'incompatibilité de la loi. Je suis mise en disponibilité. Il assume mon intérim et nous avons déjà signé en son temps préparé les documents de celui qui va, le secrétaire général adjoint qui va signer, avaliser les candidatures de notre parti, d'autant comme le président national aussi, nous sommes dans les mêmes dispositions. Dans les mêmes dispositions, comme le président Tshisekedi. Il est président national non, il ne l'est plus. Non, il ne l'est plus. Non. Celui qui est là n'est pas président, il est intérimaire. Oui. Il assume l'intérim. Oui, le président élu, c'est le président Tshisekedi, nous sommes d'accord. Voilà. Les membres du MLC ne sont pas orphelins de leurs dirigeants aujourd'hui? Non, ils ne sont pas orphelins de leurs dirigeants. Le parti, le comité exécutif tient les réunions et puis nous sommes là, nous conseillons et tout ça. Je suis comme mandaté, je suis en fait mandaté, délégué au gouvernement. Je suis parlementaire élu. Demain, après-demain, on peut me dire que je ne suis plus au gouvernement. Je rentre parlementaire et puis ça dépendra du président national. Je vais récupérer mes positions au sein du parti. Le MLC qui présentera des candidats à tous les niveaux, sauf à la présidentielle. Le Congrès n'a pas encore décidé. Le Congrès nous allons nous réunir bientôt pour prendre position. Mais en tant que membre de l'Union sacrée, il serait inconcevable que le MLC propose quelqu'un à l'élection présidentielle. Comment ça inconcevable? Nous sommes en politique. Attendez les congrès. Comment vous voulez parler à la place du congrès du parti? Mais c'est pour bientôt. Quand? Je n'ai pas encore la date précise, mais c'est pour bientôt. Parce que comme vous le savez, pour que les candidatures soient acceptées, la loi demande à ce que tous les partis politiques, de manière tout à fait démocratique, les candidatures soient avalisées par les congrès. Le congrès qui pourrait, cela n'a pas été le cas en 2011 et en 2018, le congrès qui pourrait porter ou appuyer la candidature de quelqu'un qui n'est pas membre du parti. Oui, mais qui peut être membre d'une coalition. Il n'y a aucun problème de ces côtés-là. Il n'y a aucun problème de ces côtés-là. Madame Eve Bazaïba Massoudi, je rappelle que vous êtes ministre d'État à l'Environnement et au Développement durable. Je vous remercie d'avoir accepté d'être dans cette édition spéciale. Ici, en direct de Paris, vous êtes venu participer avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde au sommet sur un nouveau pacte financier mondial. Moi, je voudrais anticiper pour féliciter Top Congo qui nous a accompagnés
dans toutes nos activités par rapport à son anniversaire qui va intervenir, je crois, le 13 ou le 14 juillet. Le 14 juillet, oui. Félicitations à Top Congo, vraiment longue vie à Top Congo. Merci beaucoup, madame, et à très bientôt. L'actualité continue sur votre radio et surtout sur toutes les radios qui nous ont diffusé, ainsi que sur les télévisions partenaires et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. À très bientôt. Bayweaver RDC. Ça y est, Bayweaver est en RDC. Congolaises et Congolaises, voici désormais votre partenaire industriel qui vous apporte des projets dans l'énergie solaire renouvelable pour la protection et la préservation de l'environnement via une plateforme d'investissement en ligne à travers votre téléphone portable sur l'étendue de la RDC. Pour vous qui avez besoin de réduire votre dépendance financière, Bayweaver est votre partenaire fiable qui organise des campagnes de financement participatif à travers une plateforme dédiée pour participer activement au projet des parcs éoliens en RDC. Créez votre compte et placez votre épargne dans nos projets. Faites un dépôt sur l'application Bayweaver pour obtenir un gain allant jusqu'à 10% des taux d'intérêt par jour. Le gain de revenu est quotidien. Le retrait aussi simple, rapide et facile. À la date de l'échéance, votre montant investi vous sera restitué selon la durée choisie. La plateforme d'énergie nouvelle leader mondial de Bayweaver s'engage à améliorer les développements économiques et énergétiques en RDC. Pour plus d'informations sur les modalités d'investissement, veuillez nous contacter au plus 243 89 73 800 07. Bayweaver, Think Energy. Ntango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpe soki nakei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Natindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimfundu leki ya mama na ngai. Noko Chimfundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui na 15 000 $, mais yebisi nga place moko kozamba moins cher. Bon, yo le bakini. C'est le permis. Moi eza muke nazo bakisala misato. Moi je suis Chifundo, papa Chifundo, oncle Chifundo. Yo le bakini. Muke eza muke. Na obeto mata. Nazongi kisasa ndako emonana te. Ata terrain ya pamba na mona te. Noko Chimfundu ameli ngai ngo. Alors tango kanda emati ngai pene na kangisa Noko Chimfundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilière. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sele ou commis propriétaire. Ngolo Lupango. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bissonioso Fungola Namaboko, Bangolo Lupango. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo.
Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Aimons le Congo, élevons le Congo, protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire et de nos richesses. Alignons-nous tous derrière la loi Tchani, de père et de mère, de père et de mère. Pour commander votre piment, textez au 435 243 2318. Au cœur de l'Afrique, volcan. Un paysage à couper le souffle. Une flore sans pareil au monde. Une multimine à ciel ouvert. Un pays où coule le lait et le miel. Telle est la RDC, mon pays. Notre patrimoine commun et notre héritage. Voilà pourquoi il exaspère et suscite envie et convoitise. On aime le Congo et pas les Congolais. C'est que l'Afrique doit savoir que tant que son cœur, qui est sa gâchette, sera malade, alors tous les continents ne se remettra pas debout. Hier, la quête du caoutchouc nous a valu l'amputation des mains. Jusqu'à 1300 mains coupées en une journée. Sans parler de travaux forcés que seule la mort arrêtée. Non, non. Même encore aujourd'hui. Cet holocauste si lointain et à peine croyable pour nous est devenu notre lot quotidien. Les tapis rouges du monde entier sont déroulés au pied de l'auteur de ces crimes autorisés et impunis. Voilà bientôt 30 ans que ça dure. Assez, c'est assez. Salus Patria, Suprême Alex. Les saluts de la patrie, c'est la loi suprême. Congolaises et Congolais. L'heure est arrivée de s'interroger, réfléchir et fixer les causes, les origines, notre part de responsabilité, identifier les parrains et les complices internes et externes. Pour cela, ne manquez surtout pas d'assister au rendez-vous des vérités qui seront livrées au colloque national pour la défense et la préservation de la souveraineté et de notre intégrité territoriale, qui sera animé par des conférenciers et intervenants de renom. Isidore Ndaiwel, Monseigneur Marcel Outembi, Honorable André Bata, Mwaïla Chiembe, Alain Foka, Lambert Mende Omalanga, le doyen Essambo, Président Bossembe, Professeur Paul Gaspard Ngondakoy, Professeur Edith Tamwe, le professeur Chibangu Kalala, Mwamioto Baizi, Judy Raveur, Chef Fumu Difima, Charles Onana, Freddy Mulumba Kabwayi, Professeur Alphonse Toumbalouaba, Yamba Chintu, Faustin Bimisia, Honoré Kabongo, Blaise Mukenge, Fumu Toto, Thomas Luaka Lusenjola, Mikaela Rouen, Modeste Mutinga, Kwebe Kimpele, Joël Kitenge, Docteur Noël Tchani, Professeur Kabongo Malou Emmanuel et le professeur Docteur Jacques Njoli. Les bases d'un nouveau Congo seront jetées pour contrer la désacralisation de notre souveraineté, les ingérences et complots, conjurer à jamais l'usurpation de notre nationalité, le viol de notre territoire, l'infiltration de nos institutions, les guerres à répétition et les crimes de guerre, la confiscation de nos terres, les pillages de nos ressources, l'errance sans fin de nos populations, l'achat massif de conscience et autres antivaleurs. Venez tous derrière le pacte qui unit tout le Congolais, organisé par le vent de révolutionnaires intègres et transparents pour une Afrique solidaire, Veritas. Une initiative citoyenne. Pour tout contact,